Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de House of the Dragon saison 1. J'avais malheureusement arrêté les épisodes au cours de vous faire les reviews et les critiques au fur et à mesure. J'ai malheureusement eu un problème d'ordinateur, ce qui fait que j'ai raté 3 épisodes d'affilée. Ça a été compliqué de rattraper. Après je me suis dit est-ce que je rattrape, est-ce que je fais tout à la fin, est-ce que voilà, et donc j'ai fini par prendre la décision de ne faire qu'une seule vidéo à la fin. J'espère que l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que je crois que la série ne reviendra que dans 2 ans, je pourrai à nouveau faire les critiques épisode par épisode parce que c'est quand même beaucoup plus sympa pour ce genre de série. Ceci étant, je voulais quand même que sur ma chaîne YouTube, il y ait une critique de la série dans son entièreté avec sa conclusion et vous parler un petit peu de ce que j'ai aimé, de ce que je n'ai pas aimé. Je vous propose qu'on va diviser cette critique en 2 parties. Dans la première partie, on va aller jusqu'à l'épisode 5, qui est un épisode césure dans la série. C'est l'épisode en fait qui marque l'arrivée du casting, du nouveau casting, l'épisode 6, avec des personnages plus âgés, et on a avancé particulièrement dans le temps, forçant à changer certains secteurs, mais pas tous, en particulier les actrices, en fait ils ont changé. Les actrices qui sont devenues, voilà, qu'il a fallu changer pour garder, et puis les enfants aussi ils ont dû les changer évidemment, mais les actrices parce que c'était difficile de les vieillir plus. Un homme c'est un peu plus facile à vieillir d'après ce que je comprends, mais que pour les femmes c'est peut-être plus difficile, en tout cas pour les filles qui sont vraiment jeunes, c'est peut-être un peu plus dur. Alors que pour les hommes globalement on peut un petit peu faire comprendre que qu'il y a du vieillissement, mais pour les filles c'est peut-être plus difficile, je crois en tout cas que c'est la raison. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des 5 premiers épisodes? Déjà, je vous avais fait la critique, je crois, des 2 premiers épisodes. Je vous avais dit à quel point je trouvais que cette série était incroyable. Et pour les 5 premiers, je vais vous le dire tout de suite, la série n'a pas déçu une seule seconde. J'ai absolument adoré. J'ai adoré la performance, évidemment, de Rhaenyra, qui, je trouve, crève l'écran. Elle crève l'écran, la gamine, c'est incroyable. Et d'ailleurs, quand j'ai appris que elle quittait la série à l'épisode 5 pour laisser place à une nouvelle actrice, j'étais au bout du rouleau. Franchement, j'étais hyper déçu parce que pour moi, elle a représenté tout ce que je veux voir dans Game of Thrones. C'est-à-dire un personnage qui a de l'envie, qui a plein d'espoir, qui est très cool. Et puis, parce qu'on est dans un univers extrêmement sombre, extrêmement formel, extrêmement officiel, extrêmement politique, extrêmement rude, dur, etc. Et là d'un coup on avait un personnage qui apportait un coup de frais, qui apportait un coup de fouet à la série, qui apportait toute sa fraîcheur, toute son... un peu comme Daenerys l'a fait d'ailleurs dans sa partie du monde dans lequel elle était dans les premières séries, où elle apportait cette fraîcheur en s'opposant justement à ce monde, cet ancien régime, on pourrait dire de façon un peu raccourcie, mais c'était ça. Et de l'autre côté, c'était pareil. Je trouve que le personnage qui apportait cette fraîcheur, c'était Robb Stark pendant très longtemps. Où Robb Stark apporterait cette fraîcheur avec son couple avec sa femme qui va se créer. Et puis on connaît bien sûr évidemment la conclusion. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait perdu un petit peu dans Game of Thrones, surtout dans les dernières saisons, où là on était beaucoup plus sérieux parce qu'il fallait aller... on arrivait sur des menaces qui sont extrêmement grandes, les marcheurs blancs, etc. Des drames particulièrement forts qui avaient touché la famille des Lannister évidemment, etc. Et là donc je trouve qu'on retrouvait cette fraîcheur, cette innocence, cette envie. En plus c'était un moment de paix, c'était pas un moment de guerre, même s'il y avait la guerre, il y avait un conflit avec Daemon qui s'est amplifié, et puis il y avait une menace, Daemon qui allait la régler avec un homme qui avait des crabes et qui était particulièrement effrayant, il faut le dire, avec vraiment une menace qui était particulièrement perceptible. Et j'ai absolument adoré le combat de Daemon face à cette menace où il dessoude tout le monde. Enfin, vraiment, il est incroyable. De toute façon, Matt Smith survole dans la série très clairement. Rhaenyra, elle éclate de son... Voilà, je veux dire... On ne voit qu'elle évidemment, mais lui il est extraordinaire partout, il est toujours juste. Quand il faut jouer la colère il est juste, quand il faut jouer la peine j'ai envie de dire même il est juste, quand il faut jouer l'homme intéressé il est juste, il est tout le temps d'une précision dans son travail, c'est vraiment extraordinaire. Alors celui par contre sur lequel je ne suis toujours pas fan et je ne vais pas changer d'avis, en tout cas jusqu'à cet épisode 5, c'est Viserys. Je vous ai dit que j'avais pas aimé ces 2 premiers épisodes et j'ai trouvé que ça se confirmait par la suite. Pour moi Viserys il a été assez décevant, alors pour autant on le voit beaucoup à l'écran, c'est pour vous dire, mais je maintiens ce que j'ai dit et ce que j'ai dit, c'est que globalement je trouve qu'on lui vole la vedette dans toutes les scènes où il apparaît. On lui vole la vedette quand il se retrouve avec sa fille, on lui vole la vedette quand il se retrouve avec sa femme, ce sera encore plus criant dans la deuxième partie, je vous en reparlerai après. Quand il se retrouve également avec son principal conseiller, la main, et évidemment la main lui vole la vedette. Quand il se retrouve avec son frère, il lui vole la vedette. Bref, il est tout le temps en train de se faire éclipser. Alors on va me répondre, oui mais c'est justement parce que c'est un roi un peu faible, c'est ça qu'on veut montrer. Oui mais
C'est un roi qui est évidemment pas le roi le plus fort qui existe, parce qu'en plus il est blessé, etc., etc. Enfin, il a pas mal de problèmes. Mais c'est pas pour autant toute l'idée qu'on doit ressortir de toutes les scènes qui se passent. Parce qu'il y a beaucoup de scènes où il tape un peu du poing sur la table, où il, justement, il va amener Rhaenyra à se marier, etc., etc. Il y a beaucoup de scènes dans lesquelles justement il ne passe pas du tout pour quelqu'un de faible. Bien au contraire, il reprend la main, ou il remet un petit peu l'église au milieu du village, il remet sa famille un petit peu dans l'ordre. Quand il s'adresse à son frère, quand il s'adresse à d'autres gens, voilà. Évidemment, ce n'est pas le roi puissant comme on l'imagine, mais en tout cas, c'est pas du tout le cas. Et malgré tout, je trouve que ce n'était pas du tout ce qu'on aurait pu aimer, ce qu'on aurait pu espérer de ce personnage. En tout cas, je trouve jusqu'à l'épisode 5, il était assez peu visible et en plus, vraiment, il se faisait voler la vedette par sa femme, que je trouvais qui n'était pas extraordinaire, mais elle était vraiment très, très douée aussi, l'actrice. Et donc forcément, il n'avait pas moyen de faire mieux que ça. Et d'ailleurs, je trouve que sa prestation d'acteur, je vais vous en parler parce que dans la deuxième partie, je trouve que c'est encore plus révélateur. Voilà, c'est quelqu'un qui, je trouve, a sous-performé par rapport aux autres. Ceci étant, est-ce que c'est un mauvais acteur? Pas forcément, c'est juste que par rapport aux autres qui étaient vraiment parfois dans une très très haute performance, lui, il était dans une performance très moyenne, voire même un peu dans la déception pour ma part. Surtout pour un personnage aussi fondamental que celui-là, qui est quand même le personnage qui a porté une grande partie de la série. On en reparlera plutôt dans la deuxième partie. Ensuite, on a donc Matt Smith qui interprète Daemon, qui est extraordinaire dans la série. Comme je vous l'ai dit, il est cruel mais en même temps touchant et vraiment on passe par toutes les émotions avec ce personnage. J'ai adoré la scène, tout le passage où il emmène Rhaenyra dans le bordel et tout, et puis après ça crée tout un bordel. J'ai trouvé que c'était très intéressant, justement ça donnait une autre facette de ce personnage. Également le voir au combat, c'était fantastique. Bref, j'ai rien à dire sur sa prestation, évidemment, parce qu'en fait, elle était extraordinaire. Et à part vous dire qu'elle est extraordinaire, je ne vais pas forcément me perdre dans des paroles inutiles. Sa performance parle pour lui. Il n'y a aucune scène qui a été ratée. Et je trouve en plus qu'ils lui ont pas donné, je trouve, énormément de choses. Surtout dans la deuxième partie, on en reparlera. Mais en tout cas, il y a eu parfois des moments où je me suis dit qu'il l'utilisait moins que ce qu'on aurait pu imaginer au tout début, parce qu'il avait l'air d'être vraiment essentiel au projet. Après, je trouve qu'il est devenu un peu plus au second plan, ce qui était surprise pour ma part, parce que dans cette première partie en tout cas ça semblait absolument pas évident qu'il puisse être dans une possibilité qu'il soit un tout petit peu ou légèrement éclipsé, ça paraissait impossible, et pour autant ça finit par arriver. Mais voilà. Ensuite, bon, il y a tout l'arc du mariage évidemment, Rhaenyra qui finit par se marier, et là le roi finit par tomber, et dans un état malheureusement où il est dans une grande faiblesse. Et on comprend très vite que le roi est très malade, mais à ce moment-là, il va vivre encore très longtemps après ça. C'est-à-dire que sa vie va être très longtemps prolongée, alors que moi je m'attendais à que sa vie s'arrête déjà à ce moment-là, mais non, sa vie va continuer pendant encore très longtemps dans la série. Ensuite, évidemment cette première partie, ce qui marque le plus, c'est l'utilisation des dragons, qui est fait par parcimonie, mais par contre quand ils sont là, c'est une dinguerie. Et évidemment, c'est les intrigues politiques. Et je pense que d'ailleurs cette série a marqué beaucoup son empreinte sur le côté familial. C'est une série qui très clairement a posé la question de est-ce qu'on peut régner en tant que femme, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, et qui va d'ailleurs être très importante dans tout le déroulé de la saison, jusqu'à la fin, c'est est-ce qu'une femme peut régner? La question, elle est aussi simple que celle-là, elle est posée sur une feuille de papier, et vous répondez à la question. Et la question est normalement oui, par légitimité, et après vous avez la réponse non qui arrive derrière, c'est oui, mais cette légitimité, elle ne se donne pas, elle se prend, il faut que ça soit légitime, mais légitime aux yeux de tout le monde, sinon ça ne fonctionne pas. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement habile de montrer ça de cette manière-là, très intéressant. Et donc, on est amené un peu dans une société, nous en plus dans le royaume de France, si je compare avec des éléments historiques qu'on a connus dans notre pays, le royaume il était dirigé par un homme et le pouvoir ne se transmettait qu'à l'héritier mâle, le premier héritier mâle, l'aîné. Et ça c'était la règle, et il n'y avait pas possibilité qu'une femme puisse potentiellement, non, c'était un homme, il fallait absolument un homme. Et là donc on est un peu dans ce modèle là, mais en même temps c'est pas assumé, c'est-à-dire qu'on dit pas c'est la règle, non on dit c'est comme ça, depuis plus ou moins toujours, c'est comme ça, mais Rhaenyra pourrait très bien régner, il n'y a pas de règle. Et par contre, si il y a un autre concurrent qui arrive, est-ce qu'elle pourra résister face à ce concurrent, peu importe qui c'est, on verra que ça va se complexifier et ça va devenir de plus en plus difficile pour elle de maintenir le pouvoir. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au début, on a le sentiment qu'elle ne veut pas du pouvoir. C'est dans tout le début de la série, elle est vraiment justement, comme je vous l'ai dit, dans cette forme d'innocence, cette forme de virginité, voilà. Mais en tout cas, elle a une forme d'espoir et on sent que c'est un peu, alors ça m'a fait beaucoup penser à Arya,
je ne veux pas être une dame, si vous voyez ce que je veux dire. Et bah c'est un peu ça, c'est un peu le côté de, voilà, ça m'intéresse pas de devenir une reine dans l'absolu. Moi ce que je veux, c'est au contraire prouver ce que je vaux, pardon, et je veux pas juste devenir une femme qu'on marie pour mettre avec un bon parti, etc. etc. Sauf que bah, des fois il y a des enjeux qui nous dépassent, et c'est ça qui a développé la série, et des enjeux politiques qui la dépassent. Et très clairement là-dessus, la série a été d'une grande maestria, comment dire, évoluant de famille en famille, permettant d'utiliser chaque possibilité que des intrigues en coulisses, des choses comme ça. Bref, c'était excellent. La main et tout ce qui se passe autour de sa fille également, c'est très intéressant, ça bosse très bien, on sent vraiment qu'il y a un énorme potentiel autour de ces personnages, et ce potentiel évidemment il va apparaître de plus en plus avec les épisodes qui vont arriver. La main d'ailleurs va souffrir d'un moment bah, voilà, où il va se faire disqualifier de son rôle de main parce que bah, il a remis en cause la légitimité de Rhaenyra, en tout cas sur des éléments qu'on lui a rapportés, il a du mal à les prouver. Et après donc il va y avoir une nouvelle main qui va pas rester très longtemps. J'ai trouvé ça assez surprenant qu'on revienne à la main d'avant, mais je trouve que le truc a été plutôt habilement amené. Le roi, il a été excellent dans sa dimension, c'est-à-dire dans son côté famille, au centre de toutes les intrigues familiales. Mais comme je vous l'ai dit, sa performance était un peu en dessous. Ensuite, pour les autres personnages, tout le bestiaire, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres intrigues. Des intrigues familiales, la sœur notamment, enfin la cousine, pardon, du roi, voilà, il y a toute la question du pouvoir, son mari qui lui dit qu'elle devrait être reine, c'est elle qui devrait diriger, et qu'elle s'est fait voler le pouvoir, comme va se faire voler le pouvoir potentiellement Rhaenyra si elle ne règne pas, mais que voilà, il faut régler ça, et elle est dans une position très ambiguë, parce qu'on sent qu'il y a un côté un peu de... Oui, c'est vrai que je me sentirais reine et il y a une jalousie qui s'est installée. Et en même temps, plus la série va avancer, plus on se rend compte qu'elle-même est blasée. Et justement, elle est plus cette femme avec beaucoup d'espoir comme l'est Rhaenyra, en disant « Bah écoute, moi j'ai pas réussi à faire changer ce monde-là. J'ai pas réussi à le faire changer, je ne pense pas que tu y arriveras non plus. » Et donc, un peu presque abattue par le côté « De toute façon, je n'y arriverai pas. » Et j'ai trouvé que c'était très bien fait également. Cette première partie de saison donc, va se terminer sur un peu une situation familiale qui s'a l'air de se clarifier. Alors Rhaenyra n'aura pas un peu le mariage heureux qu'elle avait prévu, mais voilà, on essaye de clarifier la position de chacun. Elle se marie avec quelqu'un qui est homosexuel, et donc bah, il n'y aura pas forcément de plaisir qui va se produire pour chacun d'eux. Voilà, et donc ça va provoquer des problèmes pour les héritiers qui vont se produire très vite et qu'on va voir particulièrement. C'est vrai qu'honnêtement, il lui ressemble absolument pas, c'est terrible d'ailleurs. Vraiment, il ressemble pas du tout au père, et même à la mère, je trouve qu'il ressemble moyen, c'est pour dire. Donc c'est terrible, c'est-à-dire que la génétique, là, ils sont même pas blonds. Tu sais, la génétique pourrait se dire quand même, soyez sympa, quoi, ils sont deux. Ils sont deux quand même, pas le bébé quand même. Il y a le père évidemment, mais il y a la mère. Il n'y en a pas un des deux qui arrive à être blond à la fin, aucun. C'est-à-dire que les deux, ils sont les cheveux noirs de chez noir comme un Stark, tu vois. Donc incroyable, c'est-à-dire que les deux, vraiment, elle n'a pas de bol au tirage, parce qu'elle aurait pu avoir un enfant peut-être qui aurait pu récupérer certains de ses gènes et qui aurait pu être blond. Peut-être que s'il y en a qui s'y connaissent un peu en génétique, peut-être qu'ils peuvent me dire, est-ce que ça veut dire que le brun gagne sur le blond automatiquement? Je ne connais pas, je vous cache pas que mes cours de SVT se sont arrêtés en première, donc évidemment j'ai quand même des limites à mon cursus universitaire de grande qualité en histoire qui me permet pas de répondre à ça, mais voilà, c'est assez surprenant de se dire que elle, pourtant, elle a les cheveux blonds comme les blés, et ça ne suffit à bleu-blanc, vous voyez, et ça suffisait pas pour que ses enfants ils aient une coupe qui lui ressemble un peu plus. Parce que je pense que ça aurait moins choqué si les enfants ils étaient avec les cheveux blancs, enfin blanc-blond, vous voyez. Parce que là vraiment c'était, bah ouais, là on voyait bien qu'il y avait quand même un truc un peu étrange, quoi. Donc bon, c'est comme ça, le destin est parfois rieur. Après d'ailleurs, je vais pas vous faire tout le résumé parce qu'évidemment cette vidéo serait trop longue sinon, hein, mais les intrigues politiques, un peu de conflit, un peu de guerre, tout le passage avec Daemon qui affronte ce champ de bataille là dans lequel il traverse et tout, il est extraordinaire ce combat, enfin, je veux dire, c'est probablement une des scènes les plus marquantes. Je vous parle même pas de la mise en scène qui est toujours extraordinaire, la musique qui est toujours extraordinaire. Je veux dire, il a encore fait un chef-d'œuvre, mais je rappelle qu'il sera canonisé pour avoir fait Prison Break et pas pour avoir fait Game of Thrones. Je le rappelle, c'est important. C'est pour le troll, hein, c'est pour le blague. Mais voilà, il a fait Prison Break avant de faire Game of Thrones, ce qui est quand même un truc absolument incroyable. C'est qu'il a fait ma série où je dis c'est une dinguerie. Et après derrière, il fait Game of Thrones. Tu te dis waouh quoi. Dans ton CV, dans ton curriculum vitae. Ça a quand même de la gueule. Mais voilà, très solide. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de la saison.
Alors, une deuxième partie de saison qui a évidemment été aussi très politique. Très politique. Mais par contre, qui a beaucoup plus posé la question de beaucoup moins de est-ce qu'une femme peut régner. J'ai l'impression que c'est un élément qui a été un petit peu... un petit peu moins utilisé dans cette deuxième partie. Je trouve que l'argument qui était le plus intéressant dans la deuxième partie, c'était plutôt de est-ce que la reine actuelle peut laisser faire que Rhaenyra règne à la fin. Et donc là, je trouve qu'on switchait de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'avait plus la question de est-ce que c'est une femme ou un homme. La question était même plus abordée sur ce principe-là. C'était plutôt de, au final, le roi, il est dans un état de faiblesse, il est très malade, et la reine a un peu déconné. La princesse, pardon, a un peu déconné. Voilà, comme je vous l'ai dit, ses enfants sont pas comme on l'aurait espéré, c'est assez visible. Derrière, elle va perdre son mari, et elle va devoir se marier avec Daemon. Elle se marie avec Daemon, vous voyez, elle fait une alliance très solide. Donc là, globalement, ça remet un peu la famille d'aplomb, et ça remet un truc à peu près solide, un peu debout quand même. Mais on sent que c'est fragile, et on sent qu'il y a cette autorité qui est encore un peu, qui n'est pas aussi affirmée que ce qu'on pourrait aimer. Et puis on sent aussi que la famille s'exporte, ne reste plus vraiment dans les enjeux principaux de ce qui se passe à Port-Réal, etc., etc. Et là, la reine se dit, peut-être que c'est sur mon fils qu'il faut que je mise. Sauf qu'on se rend compte que son fils, c'est un connard, en fait. Et je trouve un peu dommage d'avoir repris le gimmick une nouvelle fois mettre un roi qui est un connard. Je trouve ça dommage parce que ça va refaire une sorte de Joffrey. Alors, évidemment, il est moins méchant que Joffrey. Et on voit comment il traite les femmes, notamment, où elle donne... D'ailleurs, j'ai trouvé que la scène était d'une dure... C'était difficile, où elle arrive, elle se plaint qu'il l'a violée, et elle répond, elle dit écoute, je te donne cet argent, ça te permettra de noyer ton chagrin, parce qu'en réalité, vu que tu n'as pas de preuves, que tu n'as pas de témoins, que tu n'as pas moyen de prouver ce que tu vas dire, si tu essayes de le prouver, en réalité, tu auras encore plus d'ennuis que si tu n'acceptes pas cet argent. Et j'ai trouvé que c'était une réplique qui, évidemment, est très sociétale, évidemment, par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est dommage d'ailleurs, on peut se dire que c'est dommage quand les séries vont sur les enjeux de société alors que c'est pas forcément le but d'une série comme ça, médiévale, fantastique. D'un autre côté, je trouve que c'était bien fait, c'était pas hors de propos, vous voyez, ça sortait pas comme ça, on se disait putain mais qu'est-ce que ça fout là et tout. Non, au contraire, c'était assez cohérent avec le destin du personnage du nouveau roi, Aegon, qui, on le voit qui n'a pas vraiment envie de devenir roi, qui est plutôt quelqu'un qui profite de la vie, qui est très frivole, qui est très machin, mais qui n'est pas du tout dans ce côté espoir qu'avait Rhaenyra, qui est plutôt dans le côté de il en a rien à faire, il est blasé, mais blasé, et pour profiter de la vie, il en a marre. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Après, je trouve que le changement à la fin, où il devient roi et tout, c'est assez rapide. C'est vrai qu'honnêtement, bon, ils le prennent comme roi parce qu'il y a un peu ce côté, voilà, il est légitime, allez, pourquoi pas, et puis il mérite. Et je trouve que c'est assez résumé rapidement, c'est-à-dire le côté la foule l'acclame très vite. De toute façon, j'ai l'impression que la foule ne se pose pas vraiment la question parce que pour eux, c'est assez lointain tout ça, tout ce qui se passe dans la cour. Il y a très peu de choses qui ne sortent jamais de la cour en réalité, donc pour eux c'est très lointain. Donc quand on leur dit ça va être telle personne ou telle autre personne, eux, est-ce qu'ils voient vraiment l'impact des toutes tractations qu'il y a derrière La question c'est est-ce que le royaume va être stabilisé? Est-ce que le royaume va être à nouveau pacifié? On voit quand même que le roi, en ayant eu un règne très long, même si effectivement ça n'a pas été le règne le plus puissant, d'ailleurs je crois qu'ils l'ont appelé Viserys comment ils l'ont donné? Attendez, est-ce que j'arriverai à trouver ça? Je l'ai pas l'info. Je me demande si c'est pas Viserys le paisible, un truc comme ça. Enfin, il y avait une information, parce que je l'ai regardé en VO, donc je peux pas vous dire comment ils l'ont traduit en VF. Mais en tout cas, il y avait ce côté un peu de, c'est un Viserys le pacificateur un peu, c'est-à-dire que ça a été un règne sous la paix. C'est-à-dire que c'était très long, mais il n'y a pas eu de paix. Et ça me fait beaucoup penser à des grands règnes qui ont duré dans l'histoire, ou des choses, ou des performances extraordinaires de personnages historiques, genre Alexandre le Grand ou autre, et on se dit waouh, ils ont vraiment réussi à faire un truc extraordinaire pendant leur règne. Ouais, mais dès qu'ils décèdent, par contre, après, c'est la cata, les royaumes sont divisés en plein de morceaux, etc., etc. Et ben là, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire que c'est lui, il a apporté une stabilité autour de lui, parce que c'est la stature familiale. D'ailleurs, je trouve qu'il gagne vachement le respect de la princesse qui est sa cousine, parce que vraiment, ça se voit que c'est, une relation filiale entre les deux est vraiment très intéressante. Il y a un côté vraiment, d'ailleurs c'est sa sœur d'ailleurs, petite cousine d'ailleurs, sa sœur. Excusez-moi.
C'est juste parce que rapport filial comme ça, là je commence à m'envoyer. Non. Mais en tout cas c'est elle qui aurait dû diriger, pourquoi pas, mais au final on voit qu'elle ressent beaucoup de tendresse envers lui. Et même Damon ressent beaucoup de tendresse envers lui, alors que pourtant il était très rieur, très moqueur dans la première partie. Et dans la deuxième partie il y a un côté un peu de... c'est le seul en fait au final qui lui tient la route. Et fait en sorte que la famille tienne. Et que tant qu'il est là, au final il n'y aura jamais de problème. Et même Damon a l'air de le comprendre et de se dire... De toute façon, tant qu'il est là, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il sera plus là, ça va coincer. Et il y a ce repas de famille. Alors j'ai adoré cet épisode. Cet épisode de repas de famille était extraordinaire. Avec le Viserys qui arrive pour le repas. Mais avant ça, le passage extraordinaire dans la grande salle où il avance comme ça. Et là, je vais être honnête. Parce que je vous ai dit que j'avais pas apprécié son jeu d'acteur. Et là-dessus, il faut reconnaître que la scène est grandiose. Mais je vais quand même vous poser la question. Elle est grandiose parce que c'est la réal, la musique, la mise en scène, tout l'ensemble des éléments qui font, et puis même la situation, le moment, l'histoire, l'écriture, etc., qui font que ce moment est magique ou c'est sa performance à lui. Je trouve que, évidemment, ce serait trop facile de dire que c'est pas ça, qu'il n'est pas responsable du fait que cette scène est une maestria totale. Non, il a bien sûr, évidemment, un énorme impact là-dessus. Parce que voilà, il dégage quelque chose qui est assez extraordinaire, même s'il a une partie du visage qui est un peu cachée par un masque, mais voilà, il en impose. Et puis cette longue marche jusqu'au roi, jusqu'au trône de fer, mais elle est incroyable. Et puis la tête de la main du roi, mais elle est impayable cette tête, elle est géniale. Et quand il tranche et qu'il dit non, mais ma fille c'est ma fille, etc. Et je trouve qu'en plus ça rabâche encore une nouvelle fois une information qu'on connaissait déjà. Ce qui est d'ailleurs un peu étrange qu'après derrière ça se retourne aussi vite dans le style de écoute, il a dit ça, et puis après le lendemain, non, au final il a changé d'avis, c'est Aegon qui dirige. Je trouve que c'est un petit peu amené, je trouve que c'est assez étonnant quand même que les gens y croient aussi facilement à cette chose-là, en se disant, parce que oui, en fait, il lui parle de la prophétie un petit peu, et il lui dit oui, en fait, au final, c'est surtout toi, ma femme, qui est peut-être le prince dont on a besoin pour ramener la paix, parce que c'est toi qui peux amener la paix, si tu ne déclares pas, si tu ne déclenches pas de guerre derrière, ça va amener une paix. Mais au final, tout ce qu'elle fait amène une guerre derrière. Il n'y a rien qui n'amène pas de guerre. Et pourtant d'ailleurs, elle est sur une position très ambiguë. Son père lui dit qu'il faut se débarrasser de Rhaenyra parce qu'il va y avoir forcément une guerre. Elle dit non, il faut trouver une voie de pacification. Mais au final, tout ce qu'elle fait ne peut amener qu'à une seule conclusion. La guerre et la mort, et la famille va se redéchirer, c'est une évidence. Et que même si elle a les meilleures intentions du monde, et encore j'en doute terriblement, évidemment que ça ne peut amener qu'à cette conclusion. Elle est en plus conseillée par son père, conseillée par d'autres gens qui lui conseillent de magouiller. Et puis d'ailleurs on comprend très vite que quand elle commence à vouloir magouiller, les autres sont déjà prêts à magouiller, en fait ils sont déjà prêts à prendre le pouvoir, ils sont déjà prêts à faire en sorte qu'Aegon soit roi. Et donc ça va très vite, et ça s'enclenche très vite, et même elle dit waouh, vous êtes déjà prêts en réalité. Oui, en fait on n'avait pas déjà prévu, mais on envisageait toutes les possibilités. Tu sais, c'est un peu le côté de Doctor Strange, c'est-à-dire j'ai eu plein de possibilités, il y a un seul avenir dans lequel Aegon devient roi, et c'est celui-là qu'on va choisir. Voilà, c'est un peu cette idée-là qui a été sortie. Mais voilà, la scène de Viserys qui rentre dans la grande salle, elle était d'une beauté comme rarement. Même le repas aussi était très 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 sympa, avec plusieurs interactions de personnages, des propositions de mariage, des machins, des trucs. C'était très 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 beau, magnifique. Un des meilleurs épisodes, le 8ème, c'était une merveille, Ensuite, le roi va finir par mourir. Et ça va lancer la dernière partie de la saison. Mais avant ça, je voulais quand même revenir sur 2-3 éléments. On va beaucoup moins voir Daemon, parce que il va passer en second plan avec Rhaenyra à partir du moment où il va se marier avec elle. Je trouve que c'est beaucoup plus elle qu'on va voir, ce qui est aussi assez justifié. Par contre, le truc que j'ai un peu moins aimé dans cette deuxième partie, mais qui se justifie évidemment, c'est que Rhaenyra n'est plus du tout ce personnage, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hyper positif, hyper frais, qui apporte avec lui un espoir et tout. Là, elle est blasée, on sent que le règne du père a duré très longtemps, qu'elle a subi beaucoup de critiques, que ça fait longtemps qu'elle était avec son mari, avec lequel ça se passait pas extraordinairement bien. Derrière, on sent qu'elle a eu une vie qui n'était pas celle qu'elle aurait aimée. Elle n'a pas eu une vie qui semblerait celle dont elle désirait, qu'elle désirait absolument. Et c'est une certitude qu'elle a passé son temps à se dire oui, je devrais diriger, le jour où il faudra que ça arrive, il faut que je sois prête. Et donc elle fait tout pour être prête.
mais on sent qu'elle a perdu toute cette innocence en fait qu'elle avait de la jeunesse. Alors évidemment c'est parce qu'elle a vieilli, hein. Elle est devenue mère de famille, voilà, plein de choses qui se sont passées. Mais c'est vrai que d'un coup, je trouvais que le personnage a perdu beaucoup en fraîcheur. C'est rien à voir avec la performance de l'actrice. La nouvelle actrice qu'ils ont pris, franchement, elle est très douée. Et j'ai beaucoup aimé sa performance. Donc voilà, je ne veux pas devenir non plus aigri en disant ils l'ont changé, je vais râler, machin, etc. Non, au contraire. Là, c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas fait jouer le même rôle. C'est-à-dire que la Rhaenyra jeune a été très différente de la Rhaenyra plus âgée. Si vous voyez ce que je veux dire. La Rhaenyra adulte. Donc c'était vraiment très très bon. Ensuite, Alicent, où ils ont changé l'actrice. Elle est extraordinaire la nouvelle, elle est encore meilleure que la première alors que je pensais que c'était pas possible, elle est encore meilleure que la première, vraiment géniale, elle est aussi parce qu'elle a eu beaucoup plus de choses à faire, mais forcément on la voit énormément à l'écran, elle est super, cette scène avec le couteau et tout, elle est très marquante également, enfin voilà, il y a beaucoup de bonnes choses, très bon personnage, la main du roi qui finit par revenir un peu par, alors d'ailleurs je trouvais que c'était hyper... en gros, la main du roi, il s'en débarrasse, il la remet, on sait pas vraiment comment ça arrive, mais bon, allez hop, on te dit, allez, c'est bon, ça passe. Voilà. On arrive avec du dragon, du gros dragon, des dragons immenses qui vont finir par arriver. Et là, je dirais, il y a un combat à la fin qui était absolument extraordinaire, on y reviendra après. Quelques éléments de tractation en coulisses, pas mal d'intrigues politiques. Après, c'est vrai que ça reste beaucoup sur le même ton, c'est-à-dire que ça reste beaucoup sur voilà, les mêmes intrigues politiques qui sont développées, mais là, cette fois-ci, avec les enfants. Et on découvre plus sur les enfants derrière, qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi c'est eux qui devraient diriger, nanana. Et puis comme je vous l'ai dit, après il y a vraiment cette césure à l'épisode 8, le roi meurt. Viserys, d'ailleurs j'ai adoré ce moment où la porte du conseil se ferme et elle dit le roi Viserys est mort. Et là il y en a un qui veut partir de la salle et elle lui dit non, tant qu'on n'a pas fini, vous ne pouvez pas sortir parce que cette information en fait n'est pas encore sortie de cette salle en fait. Et dès qu'on va l'ouvrir, l'information va sortir. Et puis là, hop, tractation, et en quelques dizaines de minutes, ils arrivent à se mettre d'accord sur Aegon qui devient roi. Et on voit que Aegon, lui, n'est pas volontaire pour devenir roi. Un mec qui va se laisser convaincre, pourquoi pas, de devenir roi. J'ai envie de dire, en vrai, on te propose de devenir roi, tu dis non, ça paraît complètement dingue, mais bon, pourquoi pas. Et là, il devient roi, et c'était quand même une ordure avant ça. Enfin, on nous signale quand même que c'était une ordure. Et donc, j'ai qu'une peur, je vous le dis tout de suite, c'est que voilà, on arrive vraiment sur un truc hyper borderline pour la suite, avec un Aegon qui va devenir extrêmement mauvais avec les années. Alors que là, on sent qu'il c'est un connard, mais c'est pas encore le connard ultime. J'espère que ça va pas non plus devenir dark tout de suite, tu vois, tu sais qu'il y aura un peu de progression quand même dans l'intrigue et que ça va pas se jouer en quelques secondes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'était très bien. Ensuite, évidemment, tous les personnages vont devoir faire des tractations et Rhaenyra va apprendre la nouvelle par sa tante qui arrive à dos de dragon dans une scène incroyable à l'épisode 9 où le dragon sort sous la terre et défonce la salle dans laquelle ils sont en train de couronner le roi. Marquant, incroyable, tous les mots peuvent être utilisés, vraiment très beau, magnifique. Elle part prévenir sa Rhaenyra. Il y a une alliance qui se crée et là on nous signale donc qu'il y a 3 familles à aller voir. Il y a les Baratheon, il y a les Stark et puis il y a une 3e famille, je me souviens plus laquelle, qui voilà, sont des familles qui ne sont pas encore totalement convaincues de quelle position ils doivent adopter. Et il va falloir un peu aller les convaincre et j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'est un épisode de pure politique avec de la stratégie, avec chacun défend son bout de gras. Et puis la reine qui se pose la question de... Enfin la reine, vous m'avez compris, hein, Rhaenyra qui s'auto-proclame reine et qui dit que voilà, mais elle veut pas non plus une guerre sans merci. Et puis on va finir par lui proposer des solutions qui sont pacifiques. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est très Greux Martin, voilà, George R. R. Martin. On sait que c'est un pacifiste né, Martin. C'est quelqu'un qui aime la paix, et pourtant ses œuvres sont très guerrières, hein, on va pas se mentir, mais c'est quelqu'un qui aime la paix à la base. Et là, j'ai trouvé que c'était très bien aussi, qu'il y ait toute une réflexion sur le fait qu'on peut trouver une solution peut-être pacifique, on peut peut-être trouver une autre solution. Et ils ont fait un remake aussi de la scène quand il y a la main qui vient et Rhaenyra qui revient avec son dragon se poser comme ça sur le mur de pierre. Pareil, mais là on sent qu'il s'est passé des choses entre les deux et que c'est plus du tout le même impact entre les deux événements. Parce que oui, ok, elle a un dragon, mais d'autres ont des dragons aussi. Et que ça n'a pas eu le même impact que ce qu'elle avait eu sur Daemon à l'époque. Voilà, donc très impressionnant et j'ai beaucoup aimé ce passage. Et puis toute cette conclusion avec ce combat aérien entre les deux enfants qui s'affrontent et d'un coup, l'énorme dragon qui mange un autre dragon. Alors ça, le plan est incroyable, ça se termine là-dessus, énorme cliffhanger.
avec Rhaenyra évidemment voilà, là il va falloir, ça va faire mal si vous voyez un peu l'idée, c'est un peu le côté de, c'est limite presque la fin un peu de la saison 6 de Game of Thrones, le premier épisode de la saison 6 de Game of Thrones. Vous savez, celui où Daenerys elle arrive sur son trône et qu'elle arrive et qu'elle dit on commence. Ou enfin, non, elle n'arrive pas sur le trône, elle arrive sur un plan, une carte. Et elle arrive et elle pose sa main et elle dit voilà, on commence en gros. C'est-à-dire que ça y est, la guerre elle commence, ça y est, on va se lancer et c'est enfin le moment. Et ben là, alors elle a rien besoin de dire, mais tu voyais déjà qu'elle était en rage absolue. Et on n'a qu'une seule hâte, bien sûr, maintenant c'est de voir la suite. Et pour conclure, évidemment j'ai adoré et j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé que c'était une performance, chaque épisode était excellent, j'en ai pas perdu une miette et vraiment j'étais hyper dedans, je n'ai jamais été... le générique est très bon d'ailleurs, même si bon évidemment il n'est pas très original parce que c'est la même musique, mais le design du générique est très beau, sur le sang qui défile, pour le montrer le lien filial et tout, c'est très beau, et voilà, c'est vraiment une dinguerie quoi, c'est vraiment une dinguerie, j'ai absolument adoré et j'ai qu'une seule hâte de voir la prochaine saison. Je trouve d'ailleurs qu'ils ont mis la barre très haut. Alors évidemment, c'est sûr que on sait que de le top 3 des séries pour l'instant de l'année, je crois qu'à mon avis, on va tous être d'accord, ce sera The Boys et Stranger Things. Et bah, évidemment, il y aura House of the Dragon. Donc voilà, je pense que ces 3 séries sont vraiment nettement au-dessus de toutes les autres. Vous constatez d'ailleurs que je n'ai pas classé de série Disney+, malgré que j'ai bien aimé Obi-Wan, mais aucune des séries Marvel de cette année ne serait-ce que prétendre à être dans un top 10 cohérent et qui aurait à peu près d'intérêt. Une série Star Wars, bah, pourquoi pas Obi-Wan dans l'absolu, mais encore, je trouverais que ça serait presque surfait à voir dans les comparaisons bien sûr qu'il y a à l'époque, évidemment, mais là la plupart des séries Marvel ont été plutôt décevantes, et c'est pour dire que là, HBO, ils ont quand même rappelé une nouvelle fois que c'est eux qui mènent la danse en termes de qualité. Ils font peu de séries, mais par contre quand les séries elles sortent, c'est une claque quoi. Et là sur cette série évidemment c'était criant, on sent que vraiment sur Game of Thrones ils bossent bien, ils vont méticuleusement pardon, et c'est très beau, et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être en 2024 pour voir la prochaine saison. Voilà, une réussite de la part de HBO, bravo à eux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!